Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro de la politique CNET de l'année, LPCN pour les intimes. Vous le savez, vous pouvez commenter l'émission avec ce hashtag. Toutes les semaines, avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu politique en version numérique. Mes gazouilleurs du jour, Louison, bonjour. Bonjour. Vous êtes dessinatrice de presse et vous collaborez à nombreux titres, Le Parisien, Marianne, Voici, Elle et certainement d'autres cette année. À vos côtés, Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour, bonjour Philippe. Caroline. Vous êtes un dinosaure de la politique CNET, mais vous êtes aussi communicant, président de MCBG Conseil. Cabu, Charb, Tinius, Honoré, Wolinski. Le 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo était décimée par l'attentat contre le journal. Hashtag Je suis Charlie, un slogan qui fait le tour du monde et les Français qui manifestent en masse pour la liberté d'expression. Un an plus tard, que reste-t-il de l'esprit Charlie? Comment dessiner après le 7 janvier? La une de Charlie Hebdo, un an après l'assassin court toujours, représentant un dieu indéterminé armé d'une Kalachnikov, où ceux sur le petit Elan n'ont pas manqué de faire polémique sur les réseaux sociaux. De nombreux dessinateurs partagent leurs dessins et réagissent sur le web. Le dessin de presse, la caricature, l'humour noir ou potache occupent-ils la même place aujourd'hui? Liberté, je dessine ton nom. Louison, vous avez travaillé avec T-News. Les attentats du 7 janvier ont laissé un vide irréparable. C'est quoi l'esprit Charlie et est-ce qu'il perdure aujourd'hui? Il perdure, mais il s'est transformé puisque ceux qui l'habitaient ne sont plus là. Après, c'était quoi alors cet esprit Charlie? Je pense que c'est quelque chose qui a aussi beaucoup évolué entre les années 60 et il y a un an et demi avant que... C'était un esprit de... À la fois, oui, de liberté, mais surtout de ne pas se laisser impressionner par une quelconque forme de censure et une quelconque forme de pouvoir. Et donc, c'était de s'en prendre à tous, mais dans une sorte d'esprit d'égalité aussi, et de ne pas se dire qu'on se limite à je sais pas, à ne plus caricaturer quelqu'un parce qu'il pourrait se passer quelque chose, et au contraire, être un peu, on l'a souvent dit, mais un peu... comment on pourrait dire, les éclaireurs un peu pour nous des libertés. Et quand il y a eu l'incendie en 2011, beaucoup ont dit attention, c'est un signal d'alerte parce que si on s'attaque à Charlie, et ça n'a pas été assez entendu à mon goût, je trouve, c'est qu'on s'attaque à nous déjà en fait, et on l'a bien vu en 2015. L'incendie, c'était pour les caricatures du prophète. Oui, mais en fait finalement, oui, c'était après la une Charlie Hebdo, donc les locaux de Montreuil, je crois à l'époque, avaient été incendiés, ce qui avait été très violent. Et finalement, 2 ans et demi plus tard, ou 3 ans et demi plus tard, c'est aux dessinateurs qui s'en sont pris directement. Mais c'est donc le signal d'alerte était là. Philippe, il y a eu le 11 janvier des millions de personnes qui sont descendues dans la rue pour défendre la liberté d'expression. On a l'impression qu'il n'en reste pas grand-chose aujourd'hui. Il y a eu une incompréhension sur les manifestations du 11 janvier. En fait, toute la France n'a pas manifesté le 11 janvier. C'était très clair dans les chiffres. Quand on regarde les enquêtes qu'ont fait les sondeurs après, on a eu en gros une très faible mobilisation dans les zones vraiment Front National, au sud et au nord en France. Il y a eu sociologiquement beaucoup plus de gens qui étaient plus concernés par la gauche qui se sont mobilisés. Donc, en fait, c'était une bataille culturelle, mais c'était une bataille qui était quand même codée, qui était quand même ancrée à gauche. Après, le reste de la population a fait bloc derrière l'exécutif, parce que dans ces cas-là, on fait toujours bloc. Et puis, c'était la culture française qu'on attaquait, donc ça a été quand même un peu plus large que les électeurs de gauche. Mais il ne faut pas se tromper, c'était quand même pas un élan national derrière Charlie Hebdo, c'était autre chose. Oui, mais tout le monde s'est mis à s'abonner et à acheter Charlie Hebdo, oui, parce que alors que personne... Ils étaient quand même dans une situation un réflexe culturel financière de défense, très délicate. Ouais. C'était un réflexe culturel de défense, mais ça n'a pas ancré profondément chez les gens un nouvel esprit. Ça n'a pas transformé la société française. Ça l'a transformée d'une autre façon, qui est qu'elle s'est placée sur la défensive, qu'elle continue à l'être.
Louison, c'était déjà le cas avant, mais dans des proportions moindres. Le dessin de presse a acquis une visibilité beaucoup plus grande, notamment avec les réseaux sociaux, hein, le web, et puis avec les attentats. Il y a eu quand même un regain d'intérêt. Il y a eu des dessinateurs du monde entier qui ont posté plein de dessins. Et ça, vous l'avez senti, vous, dans votre, Oui, dans oui, votre bien métier, sûr. dans votre... Même, alors, d'un point de vue purement mathématique, j'avais 2500 followers sur Twitter le 6 janvier 2015. J'en ai maintenant plus de 9000. Enfin, donc forcément, mes dessins sont plus vus. Mais il est certain que beaucoup de dessinateurs ont compris l'intérêt des réseaux sociaux, la force aussi de pouvoir faire partager un dessin. Et on est aussi là pour ça. C'est-à-dire qu'un dessin, quand on le lance comme ça sur Twitter ou autre, il est aussi fait pour que les gens le voient. C'est pas du tout une façon de se faire plaisir et de... Voilà, Voilà, les dessins, voilà. le dessin que vous aviez fait ce le dessin lendemain, particulièrement, voilà, enfin, justement des des attentats de novembre. Et ce dessin, typiquement, je suis allée le coller sur les endroits où j'étais... Il représente quoi, ce dessin? Ma mère va pas être contente. J'avais fait un truc un peu potache, mais parce qu'on avait besoin de potache aussi, comme on avait besoin d'ailleurs de celui-là. Celui-là, il a été fait le 8 janvier. Et donc c'est Saint-Pierre sur son nuage, avec donc l'arrivée des gens de Charlie, ils ont déjà dessiné des bites partout. Et celui-là, il m'est venu, mais parce qu'il fallait dire bite, enfin il fallait faire poète, fallait voilà. Enfin, ouais, et pareil en novembre. Enfin il y a un moment où il faut un temps de sidération et après il faut vite reprendre parce que sinon. Et certains dessins, Philippe, comme ça, deviennent viraux hein, sur les réseaux sociaux. On pense aussi à la création graphique Je suis Charlie qui a fait le tour du monde. Et ça, c'est la force aussi du web, surtout dans un moment d'émotion aussi fort. C'est la force du web qui est au fond, le web maintenant, les réseaux sociaux sont des autoroutes d'émotion. La valeur d'échange, c'est les likes, c'est de l'émotion. Les cœurs maintenant, sur Twitter, quand on like quelque chose, c'est un petit cœur. Je suis Charlie, c'est aussi un slogan. Donc c'est aussi une dimension politique pour le coup, qui est de dire je suis anti-terroriste. C'était une manière il y a une forme de conformisme derrière ça, une forme de rassemblement. Les sociologues comparent Facebook et Twitter par exemple à des manifestations virtuelles, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme un meeting virtuel. Il y a un effet meeting, voilà. Et là on est clairement dans un effet meeting, c'est-à-dire qu'on est tous dans la salle en train de hurler oui, on est contre les terroristes. Et ça s'est reproduit après le 13 novembre sous la forme des profils Facebook bleu, blanc, rouge. Ouais. Donc les dessins servent à affirmer une identité politique. Le fait de les retweeter, ça sert à affirmer une identité politique. C'est plus facile avec un dessin qui est moins engageant qu'une photo, un logo de parti politique. Voilà. Moins engageant, mais il y a quand même des dessins qui font polémique. Hein. Il y a ceux qui ne sont pas Charlie. On pense donc à la une, l'anniversaire de Charlie Hebdo, où on voit un dieu indéterminé avec une Kalachnikov. L'assassin court toujours, voilà, on le voit. Et plus récemment encore, un dessin de Riss sur le petit Elan, et qui a créé vraiment une très très forte polémique et qui continue hein, sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que ces dessins sont publiés sur les réseaux sociaux, donc vus par des gens qui n'auraient pas forcément acheté Charlie et qui n'ont aussi, et c'est pas une façon, il faut traiter le problème autrement, mais ils n'ont pas forcément la culture Charlie Hebdo et même avant Harakiri. Celui-là, il est typiquement Harakiri, c'est-à-dire qu'il est d'un mauvais goût total, mais il est drôle dans la mesure où on voit ce que Riz veut nous dire. Il dénonce le raccourci qui est fait, parce que le raccourci est fait avant ce dessin. Et le problème, c'est que des gens voient ce dessin, le prennent au premier degré. Et le premier degré est l'ennemi du dessin de presse. Parce qu'il a été accusé de racisme. Mais oui, alors que effectivement, si on le prend au premier degré, mais quand on prend n'importe quel dessin au premier degré, on arrive vite dans du racisme. Si on prend un extrait de la Bible et qu'on le met sur Twitter au premier degré, ça va choquer aussi. Bon, ça n'empêche pas les gens d'être Oui, mais est-ce que le nouveau public, justement, de Charlie est capable de rire de tout parce qu'il y a un nouveau public Il y a un nouveau public, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont acheté Charlie pour avoir l'objet. Et s'approprier un objet en politique, c'est s'approprier le sens, c'est commettre un acte politique. C'est pour ça qu'on achète des t-shirts des candidats, pour ça qu'on achète des pins. On veut s'approprier une partie de la cause. On a besoin de tenir des objets. Le public de Charlie Mais ça ne veut pas dire qu'on adhère forcément à tout. Ça ne veut pas dire non plus qu'on comprend vraiment bien ce qu'on achète. Vous, est-ce que les attentats ont changé votre façon de travailler? Parce qu'on sait qu'il y a des dessinateurs qui s'autocensurent, qui sont prudents, qui ont peur, et ça peut se comprendre, ça peut être humain. Non, hein, ça n'a pas changé comme ça a changé parce que je travaille plus. Donc, et que je travaille dans des domaines plus différents, donc ça l'a diversifié. Mais ça m'a pas... j'ai pas une main invisible qui retient mon crayon parce que je me dis, attention... Moi, j'ai jamais dessiné, beaucoup avant l'attentat sur les histoires de religion. La seule question qui me posait vraiment, comme ça, des problèmes et sur lesquels je dessinais, c'était le voile. Si le voile revient dans la discussion, et c'est un peu là avec la kippa, il y a des gens qui ont dit, si on peut mettre la kippa, on peut mettre le voile. À chaque fois, je réponds en disant, non, pas la même question.
Oui, j'en ferai des dessins, mais je ne vais pas me mettre à bouffer du curé juste pour bouffer du curé parce que c'est l'héritage Charlie. Philippe, c'est quoi vos dessinateurs préférés sur les réseaux, il y en a de plus en plus hein, qui partagent. Je pense à Johann Sfar. Mais oui, moi j'aime beaucoup Johann Sfar parce qu'il a un humour très décalé sur l'actualité. Et en fait, il a toujours lui, il fait vraiment de l'humour sur l'actualité, mais d'une façon un peu grave. Il y a Martin Wittberg qui fait ça. Pour le coup, c'est très drôle, c'est une explosion de rire. Johann Sfar, c'est plus. On rigole, mais on a du second degré également. Et vous, Louison? Sfar est à la fois quelqu'un que j'admire et quelqu'un avec qui je m'entends bien et qui donne envie de dessiner parce qu'il dessine tellement tout le temps qu'on essaye de se mettre un peu à niveau derrière. Il y a tellement de gens maintenant qui dessinent et je trouve ça parfait parce que chacun y met. Je pense à Castelbajac par exemple, il dessine à sa façon, son trait, voilà. Enfin, il se met pas dans un registre dessin de presse. En tous les cas, Louison, vous aimez l'humour potache. Nous, on adore ça, LPCN. Au Lab d'Europe 1 aussi, tout comme la politique. Je vous propose dès aujourd'hui une nouvelle rubrique, la semaine du Lab. Bonjour Aurélie Marciero. Bonjour Caroline. Vous êtes rédactrice en chef du Lab d'Europe 1 et pour la politique CNET, vous revenez sur un temps fort politique de la semaine et cette fois-ci, c'est le grand retour de Jean-François Copé. Oui, nous, ce qui nous a interloqué dans ce retour de Jean-François Copé, c'est le côté un petit peu confession d'un accro. Jean-François Copé, il a disparu des radars pendant environ 18 mois. Il a arpenté la France, il l'a écrit dans son livre. Mais bon, le moral, il faut bien dire, n'était pas bon. Et comme même en période de diète médiatique, c'est un très bon communicant, eh bien, il l'a exprimé lui-même en février 2015. Regardez. Bon, la soirée va démarrer, à un moment, il faut la lancer, donc vas-y. Je déclare ouverte la troisième nuit de la déprime. Voilà, c'était la nuit de la déprime 2015. C'est vrai qu'être privé de micro, comme pour tout sevrage, cela peut entraîner de gros coups de blues. Il l'avait dit, Jean-François Copé, au lendemain de son éviction. Ses tartines allaient lui manquer. Alors des tartines, pas du pain beurre, même pas de pain au chocolat. Non, ce sont ces interviews matinales. C'était, je cite, d'aller le matin sur une radio ou une télé. Maintenant, disait-il, il va falloir que je trouve d'autres tartines au petit déjeuner. Il faut que je change de vie. Et c'est vrai qu'encore en janvier 2014, il était dans le top de nos squatteurs des matinales établi par le Lab. Il a donc changé de vie et c'était dur avec ses aveux, toujours dans son livre. Il écrit, je cite, « Je confie à mes amis mon entière disponibilité pour animer leur cérémonie de mariage, communion, anniversaire ». Où il glissait, il ne pouvait pas s'en empêcher, une ou deux allusions politiques. Autre confession encore avec cette étonnante franchise, la vue régulière d'un micro à proximité m'a fait le même effet traumatique qu'un ancien fumeur invité à une soirée où les cigarettes sont consommées en masse, mais qui n'en accepte aucune. Alors franchement, on se demande si c'est bien sérieux d'enchaîner toutes ces interventions médiatiques ces prochains jours. Sachez-le, Jean-François Copé, après 18 mois, il ne faut pas négliger les risques de rechute, Caroline. En tous les cas, je suis sûre que ça sera une source d'inspiration pour tous les deux. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur publicsena.fr. Et puis, bien sûr, j'attends vos commentaires, vos facéties sur mon compte Twitter. Salut à tous. À la semaine prochaine. Ouais.